La colère de Parker Schnabel ne s'enflamme pas sans raison, mais cette nuit-là, elle brûle suffisamment pour être ressentie dans toute l'entreprise. La première équipe d'un débutant s'est transformée en quelque chose de dangereusement proche de la catastrophe, et le coût de cette erreur dépasse l'entendement. Il ne s'agit pas seulement d'une machine cassée ou d'une course retardée. Il s'agit de savoir à quel point même l'entreprise la plus performante peut être fragile lorsqu'un moment tourne mal. Et ce qui est encore pire, c'est de savoir à quel point tout était en jeu au moment où cela s'est produit. Car cette saison avait déjà été tout simplement extraordinaire. L'équipe de Parker avait dépassé les 20 millions de dollars de production totale, un cap que seules les équipes minières les plus élites atteignent jamais. Kevin Beats venait de tirer un incroyable 245 onces de la Coupe Sphinx en une seule pesée, 876 000 en un seul coup, le genre de résultat que les mineurs poursuivent pendant toute une carrière. Tout était aligné, chaque pièce du système fonctionnait en synchronisation, chaque décision menait à l'une des séries les plus réussies qu'ils aient jamais vues. Et pourtant, tout cela était à deux doigts de ne jamais se produire à cause de ce qui s'est passé pendant le tout premier quart de nuit d'un homme qui avait déjà été licencié une fois auparavant. Taven Peterson. Laisser partir quelqu'un n'est jamais simple, surtout dans un environnement où chaque main compte. Mais dans le monde de Parker, il n'y a pas de place pour les frictions. Chaque personne doit fonctionner comme un élément d'une machine plus grande, et quand une pièce refuse de s'aligner, les conséquences se répercutent vers l'extérieur. Taven avait eu cette chance une fois auparavant et cela s'est terminé de la même manière que ces situations le font souvent, directement, définitivement et inévitablement. Il n'était pas à sa place. Non pas parce qu'il manquait d'efforts, mais parce qu'il refusait d'évoluer avec l'équipe. Dans un endroit où la précision et la coordination signifient tout ce genre d'état d'esprit, devient un handicap. Et puis lors de cette première nuit de retour dans une nouvelle exploitation, tout bascule à nouveau. Un rocher de quelques centimètres de livre glisse à travers des barres de grizzly endommagées, ce qui ne devrait jamais arriver, et s'écrase dans le système d'alimentation. Le convoyeur s'enraye, l'installation de lavage s'arrête. Juste comme ça, le rythme cardiaque de l'exploitation s'arrête. 10 heures après son tout premier quart de travail debout dans l'obscurité froide, Taven se retrouve à fixer une machine silencieuse pleinement conscient que ce moment pourrait effacer sa deuxième chance avant même qu'elle ne commence. Le poids de ce moment n'est pas seulement mécanique, il est personnel. C'est tout ce qui se rattrape d'un seul coup. Il y a une étrange ironie dans la façon dont cela se passe. Le plan qu'il choisit, soulever le rocher avec les barres de grizzly, n'est pas entièrement mauvais. En fait, dans un autre contexte, on pourrait même dire qu'il est plein de ressources. Mais ici, sous pression, avec tout déjà sur la corde raide, même une décision raisonnable peut basculer dans le désastre. Pour un débutant lors de sa première nuit pas mal, devient dangereusement proche de pas assez bien. Et dans ce métier, cette différence peut tout définir. Pour comprendre comment Taven s'est retrouvé ici à se battre pour conserver un emploi que la plupart des gens auraient déjà perdu 2 fois, il faut remonter au moment où tout s'est effondré la première fois. Ce n'est pas Parker lui-même qui a annoncé la nouvelle, mais la directrice de la mine, celle qui est chargée de maintenir l'ordre, la discipline et la cohésion au sein de l'équipe. Lorsqu'elle a fait asseoir Taven, il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste de la certitude. Le problème n'était pas la compétence, mais l'attitude. Il s'était fait connaître comme quelqu'un qui croyait toujours mieux savoir quelqu'un qui prenait les instructions et les remodelait tranquillement pour en faire sa propre version du travail. Ce genre de raisonnement ne survit pas longtemps dans une mine d'or. Quand on vous demande de faire quelque chose, c'est parce que le système veut que ce soit fait, d'une certaine manière. Mais Taven s'est défendu, insistant sur le fait qu'il essayait seulement d'aider, qu'il pensait améliorer le processus. Le problème, c'est qu'on lui avait déjà donné des semaines pour s'adapter, des semaines pour écouter, des semaines pour s'intégrer au rythme, et qu'il avait choisi de ne pas le faire. Pire encore, il avait commencé à se vanter auprès de l'équipe, parlant du nombre de charges qu'il pouvait pousser en 1 heure, transformant la performance en quelque chose de personnel au lieu de collectif. Lorsque le manager l'a appelé, il ne s'agissait pas seulement des chiffres, mais de l'état d'esprit qui les sous-tendait. Et lors de cette dernière conversation, Taven a fait exactement ce qui l'avait conduit là, en premier lieu. Il s'est défendu, il a argumenté, il a insisté sur le fait qu'il avait raison. Alors même que la décision était prise, alors même que la porte se fermait, il n'a pas pu prendre du recul et écouter. Et cela, plus que toute autre chose, a scellé la situation. Parce qu'à ce moment-là, il a prouvé qu'il n'avait rien appris du tout. Ainsi, lorsqu'on lui a dit de faire ses valises et de partir,
Ce n'était pas seulement la fin d'un travail, c'était le résultat d'un schéma. La plupart des gens auraient pris cela comme un signe pour partir rentrer chez eux, se ressaisir. Le Yukon ne pardonne pas ni financièrement ni émotionnellement, et certainement pas pour quelqu'un qui porte le poids d'avoir été renvoyé de l'une des exploitations les plus connues de l'industrie. Mais Taven Peterson ne suit pas le chemin que prennent la plupart des gens. Au lieu de cela, il redouble d'efforts. Il décide que rentrer chez lui n'est pas une option. Non pas parce que c'est impossible, mais parce qu'il refuse de l'accepter. Il y a quelque chose de têtu, presque de provocateur dans la façon dont il aborde la suite. Il charge sa voiture, va de site en site, frappe aux portes, se présente, demande du travail, avec rien d'autre que de la détermination et un récent licenciement à son nom. Il faut une certaine forme de résilience pour continuer à se présenter comme ça, pour faire face à des étrangers et admettre son échec tout en demandant une autre chance. D'une manière ou d'une autre, cette persévérance est payante. Il décroche un poste auprès de Kevin Beats à Scribner Creek dans une exploitation qui fonctionne au plus juste de manière efficace et sans interruption. C'est un environnement différent, un ton différent, plus ouvert, plus disposé à enseigner, mais pas moins exigeant. Ici, chaque heure compte. L'usine de lavage fonctionne 24 heures sur 24, extrayant l'or de la coupe Sphinx. Et chaque seconde d'arrêt est quelque chose qui ne peut jamais être récupéré. Lorsque Taven arrive, il sent immédiatement la différence. L'équipe est accueillante, patiente, prête à lui montrer comment faire les choses de la bonne manière. Et presque immédiatement, il est placé à l'usine de lavage, un poste de réelle responsabilité, surtout pour quelqu'un de nouveau. C'est un signe de confiance, mais aussi un test. Kevin ne lui donne pas seulement un travail, il lui donne une chance de prouver que cette fois-ci sera différente. Taven sait ce qui est en jeu maintenant. Il parle de fierté, du désir de faire partie d'une équipe gagnante, du besoin de se prouver non seulement à l'équipe, mais à lui-même. Et surtout, il y a une chose qu'il dit clairement, il ne peut pas se permettre d'être viré à nouveau. Pas après tout ce qu'il a fallu pour en arriver là. Pas après avoir choisi de rester alors qu'il aurait été plus facile de partir. Mais ici, les mots n'ont pas de poids. Ce sont les actes qui en ont. Et la mine n'attend pas que quelqu'un comprenne les choses. Les équipes de nuit s'étirent longuement et silencieusement. L'obscurité s'installe, tandis que la machinerie continue d'avancer régulière et implacable. Kevin Beats et Rick se relaient au fil des heures, surveillant, ajustant maintenant le flux qui maintient tout en vie. Ce n'est pas un travail prestigieux. Il ne s'annonce pas de lui-même. Mais il exige concentration, discipline et constance à chaque minute. 10 heures après le début de cette première nuit devant une machine morte, Taven Peterson est enfin confronté à la seule chose qu'il ne peut plus éviter, le moment où il deviendra le travailleur qu'il a dit qu'il serait, ou bien où il prouvera que rien n'a changé du tout. Vous apprenez les sons de la machine comme un capitaine apprend les sons d'un navire, et vous restez suffisamment attentif pour remarquer quand quelque chose change. Taven est à son premier poste de nuit, à Scribner Creek, depuis 10 heures, quand l'usine de lavage s'arrête complètement. Pas d'avertissement, pas de ralentissement progressif. Un instant, l'installation fonctionne, et l'instant d'après, elle ne fonctionne plus. Quelque chose ne va pas près de la trémie et la goulotte qui acheminent les déblais bruts vers le convoyeur d'alimentation et l'installation de lavage. La trémie est le point d'entrée de l'ensemble de l'opération. C'est le sommet de la chaîne. Lorsqu'il fonctionne, tout ce qui se trouve en aval fonctionne. Lorsqu'il ne fonctionne pas, tout le processus s'arrête, et chaque once d'or enfouie dans le sol reste là pendant que l'horloge continue de tourner. Taven remarque le changement de rythme et se dirige vers la trémie pour enquêter. Ce qu'il trouve l'arrête net, un énorme rocher, se trouve dans la gorge de la machine, un véritable bloc de 100 livres dense et massif coincé si complètement contre le convoyeur d'alimentation que la bande ne peut pas le contourner, ni passer par-dessus, ni le traverser. L'alimentation est morte. Il semblerait que ce soit la trémie qui soit en cause. Je vais aller vérifier. Toute l'opération en aval, l'installation de lavage, le sluice, tous les équipements de récupération de l'or en aval sont complètement inactifs à cause d'un seul rocher et d'une seule goulotte. L'installation de lavage est en panne. C'est ainsi que la première nuit de Taven Peterson à Scribner Creek se déroule dans le silence. Pour comprendre comment un rocher de cette taille arrive dans la trémie, il faut connaître les barres de Grizzly, la lourde grille d'acier qui se trouve au-dessus de la trémie et qui est spécialement conçue pour empêcher cela de se produire. Les matières premières provenant de l'excavateur passent d'abord sur les Grizzly. Les barres attrapent tout ce qui est trop gros et l'empêchent de tomber dans le système d'alimentation. C'est la première ligne de défense de l'usine et dans des conditions normales, elle fonctionne exactement comme prévu.
Mais l'exploitation de Scribner Creek a fonctionné à plein régime. Les Grizzlies ont supporté le poids de milliers de tonnes de matériaux poste après poste pendant toute la durée d'une longue saison. Ce type de contrainte durable fait plier l'acier. Au fil du temps, lentement et progressivement, les barres se sont déformées et les espaces entre elles se sont élargis. Pas suffisamment pour que cela soit évident, mais suffisamment. Juste assez large pour que le mauvais rocher arrivant sous le mauvais angle passe à travers la grille et tombe directement dans la trémie au lieu d'être criblé comme il aurait dû l'être. C'est exactement ce qui s'est passé. Le rocher a trouvé la faille, s'est glissé à travers, et maintenant, il possède la machine. L'équipe de nuit de Kevin Beats, celle qui a été mise en place pour assurer la production du Sphinx 24 heures sur 24, vient de s'arrêter complètement. Chelsea Marsh et Tyler Potter arrivent de l'équipe de jour. Ils se présentent avant même le début de leur journée de travail. Lorsque l'usine de lavage tombe en panne, toute l'exploitation se mobilise. Dans une mine d'or, la production est essentielle et lorsqu'elle s'arrête, toutes les personnes disponibles se penchent sur le problème sans qu'on leur demande leur avis. Chelsea examine la situation et identifie tout de suite le problème. Un gros rocher est passé à travers les Grizzlies, dit-elle, et elle n'arrive pas à comprendre comment il a réussi à passer étant donné sa taille par rapport aux interstices des barreaux. Je ne sais pas comment ils ont réussi à se frayer un chemin à travers les Grizzlies. Il est grand comme ça, et les Grizzlies sont grands comme ça. Mais quelle que soit la manière dont cela s'est produit, il est là maintenant. Et la question est de savoir comment le faire sortir. Ce n'est pas une question simple. Un rocher de 100 livres qui repose dans la trémie ne peut pas être retiré à la main. L'espace autour du rocher est trop confiné. Le rocher lui-même est trop lourd. Et la géométrie de la situation rend la force brute impossible. Ce dont l'équipe a besoin, c'est d'un levier mécanique, et le seul levier mécanique disponible est le système déjà intégré à l'usine. Les barres de préhension sont reliées à un vérin hydraulique, un puissant actionneur, qui soulève et abaisse l'ensemble de la grille pendant le fonctionnement normal, pour maintenir le matériau en mouvement et empêcher les blocages. La solution de Chelsea est de réutiliser cette puissance hydraulique en tant que mécanisme de levage. L'idée est d'enfiler une lourde chaîne par le haut de la trémie, de l'enrouler autour du bloc rocheux, d'attacher l'autre extrémité de la chaîne au cadre du Grizzly, puis d'utiliser le vérin hydraulique pour tirer la roche vers le haut et la sortir du bourbier. Les barres du Grizzly deviennent une grue. C'est exactement le genre de solution conçue sur le terrain qui permet à une exploitation minière aurifère isolée de survivre lorsque les options conventionnelles n'existent pas. Un membre de l'équipe David se charge de la tâche physiquement exigeante de mettre la chaîne en position. Il doit descendre dans la trémie elle-même, une goulotte étroite boueuse aux parois d'acier, avec pratiquement aucun espace de manœuvre, et faire passer la chaîne sous et autour du bloc rocheux jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné pour le levage. C'est un travail lent, inconfortable et gênant, mais il y parvient. La chaîne remonte par le haut. L'équipe l'enroule autour du cadre du Grizzly, et la connexion est faite le bloc rocheux en bas, la chaîne passant par la gorge de la trémie, les barres du Grizzly au-dessus prêtes à servir de point d'ancrage. Le vérin hydraulique enclenche le Grizzly. Les barres commencent à s'élever. La chaîne se tend contre la face inférieure du rocher. Il ne se passe rien. Le rocher ne bouge pas. La chaîne tient. La pression est là. Mais le rocher est coincé dans un angle que le premier ascenseur ne peut pas briser. L'équipage maintient sa position et évalue calmement la situation. Personne ne panique. Personne ne commence à improviser sur l'improvisation. Ils réfléchissent à l'étape suivante. Lorsque quelqu'un demande si la chaîne s'est brisée, David confirme que ce n'est pas le cas. Il s'est peut-être légèrement déplacé sur le rocher, mais la connexion est toujours intacte. L'équipe tente donc une autre approche en activant l'alimentateur, juste un peu pas assez pour faire passer le matériau, mais suffisamment pour introduire des vibrations dans le système et voir si le soulèvement précédent a desserré le rocher, créer juste assez de jeu dans le blocage pour faire la différence. L'alimentateur ronronne. Pendant un instant, rien ne change. Et puis le rocher bouge. Légèrement d'abord un petit changement indéniable qui indique à tous les spectateurs ce qui est sur le point de se produire. Puis il cède complètement roulant hors de la gorge de la trémie et tombant librement. Le convoyeur d'alimentation s'ouvre à l'instant où le bloc rocheux le franchit. Tout le chemin est rétabli. Le rocher s'écrase sur le sol dans un bruit lourd et définitif. Quelqu'un le regarde fixement. Il n'y a pas plus gros que lui. L'installation de lavage se remet en marche, le convoyeur se charge et l'usine reprend son rythme. Lorsque Taven assiste au redémarrage, son soulagement était manifeste. Il le qualifie d'un peu chaotique mais affirme que l'usine fonctionne et que c'est ce qui compte.
Lorsque Kevin entend le récit complet de la nuit de l'arrêt du bloc de 100 livres de la chaîne du vérin hydraulique du redémarrage, sa réaction est directe et mesurée. Il dit que c'est une sacrée embrouille, confirme que la pierre a glissé entre les grizzlies et reconnaît que l'extraire à l'aide des barres de grizzly était un bon plan. Puis il livre un verdict sur la première nuit de Taven qui est aussi discret que significatif. Pas mal pour sa première nuit orange. Kevin Beats arrive à Scribner Creek le lendemain matin pour trouver l'usine en marche, et Taven qui s'est endormi depuis longtemps. Taven, c'est un peu la pagaille de la nuit dernière. Le gros rocher a glissé à travers les grizzlies. Je vois que vous l'avez sorti. Comment ça s'est passé? On a fini par attacher une chaîne au grizzly et on l'a remontée. Bon travail, merci. On dirait que vous avez eu assez d'émotions pour aujourd'hui, alors vous pouvez aller dormir. L'équipe lui raconte ce qui s'est passé pendant la nuit, le rocher dans la trémie, la réparation de la chaîne, les barres du grizzly utilisées comme grue, le redémarrage. Kevin prend tout en compte et dit exactement ce qu'il en est, à savoir que c'est un sacré bourrage. Il entend comment l'équipe a sorti le rocher, dit à David qu'il a fait du bon travail, puis fait remarquer que Taven a probablement eu assez d'excitation pour la journée et qu'il devrait dormir. Son évaluation de la journée de Taven est brève, brutale et tout à fait dans le ton. Soulever le rocher avec les barres de grizzly, dit-il, était un bon plan. Et pour sa première soirée, pas mal. Pour un débutant qui avait été renvoyé de l'opération de Parker quelques semaines plus tôt, lâché par son propre manager pour un refus obstiné d'écouter ses 4 mots, ont plus de poids qu'il n'y paraît. Pas mal pour sa première soirée, ce n'est pas un compliment. C'est quelque chose de plus durable qu'un compliment. C'est la reconnaissance par l'un des exploitants miniers les plus exigeants du Yukon qu'un jeune homme qui n'arrivait pas à s'en sortir s'est retrouvé dans une situation vraiment grave et l'a gérée sans aggraver les choses. C'est ce que l'exploitation de Kevin Beats exige des gens. C'est la norme, et ce matin-là, Taven Peterson l'a respecté. Mais la matinée à Scribner Creek n'est pas terminée, car Kevin Beats a 2 semaines de production, 24 heures sur 24 dans un bocal qui attend d'être pesé. C'est la première pesée de la saison pour sa Coupe Sphinx, le nouveau terrain sur lequel il a misé toute sa stratégie saisonnière, et il attend au moins 200 onces. L'usine a fonctionné sans relâche pour atteindre ce chiffre. L'équipe de jour et l'équipe de nuit se sont relayées sans interruption, pendant 2 semaines d'affilée, 24 heures par jour, y compris une nuit où une pierre de 100 livres a interrompu toute l'opération pendant des heures avant que l'équipe n'improvise pour la remettre en service. Tous les éléments de la saison ont été orientés vers ce moment. Kevin et Taven se tiennent ensemble devant la balance. L'or sort du premier pot 10 onces, puis 20, puis 50, et monte régulièrement jusqu'à 100, puis 120. L'échelle continue de monter 158 onces, rien que pour le premier pot. 10, 20, 50, 100, 20, 158, Kevin sort le deuxième pot et les chiffres continuent de grimper. 160, 170, 180, 200, et il ne s'arrête pas là, 230, 240, 245 onces. La réaction de Kevin est calme et sincère. Il dit que c'est plutôt cool, puis ajoute que 2 semaines de fonctionnement non-stop, c'est exactement ce que la Coupe Sphinx était censée apporter. 245 onces, 876 000, la meilleure pesée de Kevin pour l'ensemble de la saison, soit une augmentation de 80 onces par rapport à son total précédent. Pour l'ensemble des activités de Kevin Beats, tous les objectifs de production totale ont été dépassés cette saison. Kevin dit à l'équipe de continuer. Taven dit que tu parles et ils se remettent au travail. Quelque part, à Scribner Creek, Taven Peterson est endormi. Son premier quart de nuit est derrière lui. La plante morte, le rocher de quelques kilos, la chaîne attachée aux barres du grizzly, le redémarrage. Il a commencé cette saison comme le débutant qui a été renvoyé de l'exploitation de Parker Schnabel parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire les choses à sa façon. Il est arrivé à la mine de Kevin Beats avec rien à offrir si ce n'est une seconde chance qu'il n'était pas sûr de mériter, un amour sincère pour le travail et une compréhension très spécifique de ce que l'on ressent lorsqu'on perd la confiance des personnes qui dirigent l'opération. Et lors de sa première nuit, il a été confronté exactement au genre de situation qui sépare les personnes qui ont leur place dans une mine d'or de celles qui ne l'ont pas. Le problème était grave, la solution était compliquée et physiquement exigeante et devait être exécutée sous pression au milieu de la nuit par une équipe travaillant contre la montre.
Taven n'a pas créé le problème. Mais c'est lui qui était en poste lorsque cela s'est produit et la façon dont il l'a géré a compté. Il a trouvé le rocher. Il l'a signalé clairement. Il a laissé Chelsea, David et les ouvriers expérimentés prendre l'initiative de la réparation et il a laissé l'usine se remettre en marche sans essayer de s'immiscer dans un processus qu'il ne comprenait pas encore entièrement. C'est une version différente de Taven Peterson que celle qui a quitté l'entreprise de Parker après avoir insisté même pendant la conversation de licenciement sur le fait qu'il avait raison et que son directeur avait tort. La question de savoir si cette différence se maintient, si une nuit difficile est le début de quelque chose de durable ou simplement un bon quart de travail, reste ouverte. Mais ce matin-là, avec la station de lavage en marche et la balance qui indique 245 onces, c'est suffisant. Kevin retourne vers la coupe du Sphinx. L'usine de lavage continue de fonctionner, la saison continue d'avancer, une équipe à la fois, une once à la fois, exactement comme une saison aurifère, est censée se dérouler lorsque les bonnes personnes font leur travail. C'est exactement ce à quoi ressemble le fait de survivre à sa première équipe dans une mine d'or.